Elle s'est réveillée attachée à un siège d'avion dans la boue du bassin amazonien, et la première chose qu'elle a enregistrée n'était pas la douleur et pas la peur, mais l'odeur. Carburant d'aviation, terre humide, quelque chose en dessous des deux qu'elle ne pouvait pas encore nommer et qu'elle n'identifierait pleinement que plus tard, quand son esprit aurait organisé suffisamment de ce qui s'était passé pour commencer à traiter les détails secondaires. La canopée au-dessus d'elle était si loin qu'elle ressemblait à un autre monde, un plafond vert à une altitude à travers laquelle son corps venait de tomber, et le silence était le silence spécifique d'un endroit qui avait absorbé une catastrophe et était retourné à ses opérations régulières. Les insectes qui reprenaient, les oiseaux qui reprenaient, la jungle qui continuait à sa propre fréquence, comme si le ciel n'avait pas simplement livré une jeune fille de 17 ans à travers 3000 mètres d'air dans la boue à ses pieds. C'est The Human Limit, je suis votre présentateur. Si vous croyez que la volonté humaine de survivre est la force la plus extraordinaire que cette planète ait jamais produite, et si vous voulez entendre le vrai récit de l'un des survivants les plus improbables de l'histoire de l'aviation, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et mettez un like. Parce que ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire de chance, bien que la chance fût présente. C'est une histoire sur ce qu'un être humain peut faire quand l'alternative à le faire est de mourir seul dans la plus grande jungle de la Terre. C'est une histoire sur 11 jours qui n'auraient pas dû être survivables selon aucune mesure rationnelle et qui ont pourtant été survécues par une jeune fille de 17 ans, dans une courte robe avec une seule chaussure, et la voix de son père dans la tête. Laissez-moi commencer au début. Le 24 décembre 1971, un vol commercial partant de Lima, Pérou, à destination de Pucallpa, une ville en bordure de l'Amazonie péruvienne. Parmi les passagers se trouvait une jeune fille de 17 ans qui voyageait avec sa mère, retournant à la station de recherche en forêt où son père, un biologiste, avait travaillé. Elle avait grandi en partie en Amazonie. Elle savait comment la jungle sentait, comment elle sonnait, quelle était sa logique, comment l'eau se déplaçait et où elle allait, et ce que suivre l'eau pouvait signifier pour une personne perdue à l'intérieur d'un milliard d'hectares de verre. Cette connaissance ferait la différence entre 11 jours et un corps que la jungle consommerait sans trace. L'orage qui a fait tomber l'avion était le genre de tempête que l'Amazonie produit régulièrement, et que l'aviation de cette époque et de cette région traitait comme navigable. L'équipage a tenté de la naviguer. Ils se sont trompés sur sa gravité ou sur leur position en son sein, ou les deux, et à un moment, pendant la pénétration du système orageux, l'avion a été frappé par la foudre. La désintégration structurelle qui a suivi n'était pas instantanée, mais était assez rapide pour que les passagers n'aient eu que des secondes, peut-être moins, pour comprendre ce qui se passait avant que le fuselage ne se brise et que le contenu de l'avion, les sièges et les bagages et les personnes et tout cela, ne soit libéré dans l'air ouvert au-dessus de l'Amazonie, à environ 3000 mètres d'altitude. Elle se souvient des turbulences. Elle se souvient que l'avion a tremblé d'une façon dont les turbulences ne tremblent généralement pas, une différence qualitative dans la violence qui faisait que le corps enregistrait, même sans connaissance de l'aviation, une catégorie différente d'événements. Elle se souvient du bruit. Et puis elle se souvient de la sensation de tomber et de la sensation de la canopée qui montait vers elle, ou d'elle qui descendait vers elle, le même mouvement décrit depuis deux perspectives différentes. Et puis elle ne se souvient de rien jusqu'à ce qu'elle se réveille dans la boue avec l'odeur de carburant et le silence. Elle était encore dans son siège, ou plutôt elle était encore dans une rangée de sièges, une section de l'avion qui était restée structurellement intacte pendant la chute, le matériau rembourré et le cadre métallique qui avait maintenu son corps en position pendant la descente, agissant comme un dispositif d'atténuation d'impact rudimentaire, mais apparemment suffisant, ralentissant le contact final avec la canopée et le sol d'une façon que son corps pouvait survivre. La jungle elle-même a absorbé une partie de l'impact, la canopée superposée de feuilles et de branches et de troncs plus petits, créant une série graduée de résistance qui réduisait la vitesse terminale de ce à quoi elle était attachée avant qu'il n'atteigne le sol. C'est la physique de ce qui s'est passé. La physique n'est pas miraculeuse, la probabilité cependant l'est. Elle a gisé dans la boue pendant une période qu'elle ne peut pas estimer avec précision.
La commotion cérébrale qu'elle avait subie dans la chute a distordu son sens du temps de la façon spécifique dont les traumatismes crâniens le font, créant des lacunes et des compressions dans la perception de la durée qui rendent les premières heures de son récit peu fiables comme chronologie et précises comme protocole sensoriel. Elle a senti la boue contre son dos, elle a senti le poids du harnais qui la retenait encore au siège. Elle a senti la douleur à la clavicule, du côté gauche, la douleur spécifique d'une fracture plutôt que d'une contusion, une plainte structurelle profonde que l'os faisait sur ce qui lui avait été fait. Et elle a senti la coupure à sa jambe, qui était sur son mollet droit, qui à ce stade était encore une blessure, et pas encore l'horreur qu'elle deviendrait. Elle s'est libérée du harnais. Cela a nécessité une qualité d'effort physique que la douleur à sa clavicule rendait difficile d'une façon qu'elle décrit comme devoir négocier avec son propre corps, devoir outrepasser les signaux qui lui disaient d'arrêter et de rester immobile. Elle portait la robe qu'elle avait portée dans l'avion, une courte robe d'été appropriée pour le climat vers lequel elle voyageait, et une chaussure. L'autre chaussure avait disparu, perdue quelque part entre 3000 mètres et la boue. La robe ne fournissait essentiellement aucune protection contre la jungle, et elle le savait. Elle avait 17 ans et avait grandi en partie en Amazonie, et elle comprenait ce que signifiait être dans l'Amazonie dans une courte robe avec une seule chaussure. Elle a commencé à chercher les autres survivants. Il n'y en avait aucun. Elle a trouvé des débris, des sections du fuselage, des effets personnels. Le champ de débris d'une désintégration en vol répandu sur le sol de la jungle et suspendu dans la canopée au-dessus, distribué par la physique de la chute et le vent et la pente du terrain. Elle a trouvé des corps. Elle ne décrit pas cela en détail, et je ne le décrirai pas en détail. Mais la découverte de corps est quelque chose que son récit aborde directement, l'expérience spécifique de comprendre, en cherchant les vivants, qu'il n'y avait pas de vivants à trouver, que l'arithmétique du crash avait produit une seule survivante, et que c'était elle. Elle a compris que personne ne venait la chercher selon un calendrier sur lequel son corps pouvait attendre. Elle a compris que si elle restait dans les débris et attendait les équipes de recherche qui étaient certainement organisées, certainement dépêchées, certainement en mouvement vers la zone générale du site du crash, elle attendrait dans une section du bassin amazonien où la canopée était si complète qu'une observation aérienne ne trouverait les débris que par hasard, où les équipes au sol se déplaceraient dans un terrain qui mesurait les progrès en centaines de mètres par jour, où la probabilité d'être trouvée avant que ses blessures et la jungle elle-même ne rendent la découverte non pertinente était une probabilité dont elle n'aimait pas la forme. Elle a entendu la voix de son père, pas littéralement. Il était à la station de recherche, il ne savait pas encore ce qui était arrivé à l'avion. Il ne le saurait que dans un certain temps. Mais elle a entendu sa voix de la façon spécifique dont les mots des personnes qui vous aiment et vous ont appris des choses deviennent disponibles quand vous en avez besoin, remontant de l'endroit où la mémoire stocke les leçons qui ont été données, sans que le destinataire sache qu'elles étaient données pour un usage futur. Trouvez de l'eau qui coule, suivez-la en aval. L'eau mène aux gens. Les gens s'installent près de l'eau, et l'eau vous y amènera si vous la suivez assez longtemps, dans la bonne direction. Le bassin amazonien ne manque pas d'eau. Elle a trouvé un petit ruisseau le premier jour en descendant, ce qui est la direction dans laquelle l'eau coule, et donc la direction dont vient le son de l'eau quand on est assez haut au-dessus pour l'entendre. Le ruisseau était peu profond et clair, et elle en a bu, et boire était le soulagement spécifique d'un corps qui avait été dans un environnement chaud et humide pendant des heures sans ingestion. Un soulagement qu'elle décrit comme le premier moment depuis le réveil dans la boue où son corps ressentait quelque chose d'autre qu'un problème qu'elle essayait de gérer. Elle a suivi le ruisseau. Les premiers jours dans l'Amazonie pour une personne sans équipement et avec les blessures qu'elle portait ne sont pas survivables sur la seule force physique. Ils sont survivables sur la force des décisions. Elle a pris de bonnes décisions. Elle est restée près de l'eau. Elle a utilisé la seule chaussure qu'elle avait sur le pied qui en avait le plus besoin. Elle a trouvé un bâton comme canne de marche pour soulager la pression sur la jambe blessée et pour tester le sol dans l'eau marron opaque à travers laquelle elle pataugeait parfois. Parce que le sol dans les cours d'eau peu profonds de l'Amazonie
contient des choses qui ne s'annoncent pas avant de prendre contact. Elle a trouvé des fruits qu'elle reconnaissait de son séjour à la station de recherche et les a mangés. Elle était prudente sur ce qu'elle mangeait parce qu'elle comprenait que la différence entre comestible et non comestible dans la jungle n'était pas quelque chose que son corps, dans son état actuel, pouvait se permettre de tester empiriquement. Elle se déplaçait dans un paysage qui essayait activement de la traiter. Pas malicieusement. La jungle n'est pas malicieuse. C'est simplement un système de traitement biologique extrêmement efficace qui ne distingue pas entre ce qu'il est censé décomposer et ce qui ne l'est pas, et une jeune fille de 17 ans qui saigne d'une blessure à la jambe dans un environnement chaud, humide, biologiquement hyperactif, est quelque chose que le système enregistre comme matériel et commence à traiter en conséquence. La blessure à sa jambe a changé approximativement le 4e jour. Elle l'avait gardée aussi propre qu'elle pouvait, ce qui, dans les conditions dans lesquelles elle se déplaçait, signifiait la laver dans l'eau de rivière quand elle avait accès à l'eau de rivière, et la couvrir avec du tissu arraché à sa robe quand elle n'en avait pas, ce qui n'est pas des soins de plaie stériles et n'était pas destiné à l'être, seulement destiné à ralentir ce qu'elle comprenait qu'il se passait. Les mouches en Amazonie pondent des œufs dans les blessures. Les œufs deviennent des larves. Les larves se nourrissent du tissu de la blessure. Ce n'est pas un embellissement dramatique de l'histoire naturelle de la région. C'est un fait de l'écosystème que toute personne ayant passé du temps en Amazonie connaît et que son père lui avait dit et qu'elle avait compris abstraitement jusqu'au 4e jour où elle l'a compris concrètement quand elle a regardé la blessure et que la blessure avait changé d'une façon pour laquelle la connaissance abstraite ne vous prépare pas entièrement, quelle que soit la précision de cette connaissance abstraite. Elle a utilisé un morceau de bois et ses doigts. Elle décrit ce processus dans son récit avec une clarté qui, je pense, ne peut venir que de quelqu'un qui a classé l'expérience sous nécessaire plutôt qu'horrible. Quelqu'un qui a pris une décision cognitive sur la catégorie à laquelle appartient cet événement et l'a stocké en conséquence. Les larves devaient sortir. La blessure qui les contenait ne pouvait pas guérir pendant qu'elles étaient dedans. Elle avait les moyens de les retirer et elle les a retirées. Elle ne rapporte pas combien de temps cela a pris. Elle ne rapporte pas ce que cela a ressenti au-delà de la description fonctionnelle de ce qu'elle faisait. Elle rapporte qu'elle a continué en aval quand elle a eu fini. C'est ce que 11 jours en Amazonie fait à la relation d'une personne avec son propre corps. Cela convertit le corps d'un sujet en un objet, du médium à travers lequel l'expérience est vécue, en un outil qui est soit fonctionnel, soit non fonctionnel, et doit être maintenu à une fonctionnalité suffisante pour accomplir la tâche. Elle n'était pas une jeune fille de 17 ans qui survivait à l'Amazonie. Elle était une machine de survie qui avait 17 ans et se trouvait être féminine et se trouvait être dans une courte robe avec une chaussure et se trouvait avoir un père qui lui avait dit comment l'eau se déplace et où elle va. Les détails personnels étaient non pertinents pour la machine. La machine n'avait pas le luxe de les trouver pertinents. Les rivières devenaient plus grandes à mesure qu'elles se déplaçaient en aval. C'est la logique du drainage du bassin versant et elle travaillait en sa faveur de la façon dont son père lui avait dit qu'elle le ferait. Le petit ruisseau rejoignant un ruisseau plus grand, rejoignant un cours d'eau plus grand, rejoignant quelque chose qu'elle ne pouvait pas traverser sans nager et qui portait suffisamment de courant pour lui dire qu'elle était dans le système de drainage du bassin et qu'elle allait dans la bonne direction. Elle se déplaçait vers où cette eau allait, ce qui allait vers des gens, ce qui allait vers tout ce que les gens construisent près de l'eau, les quais et les camps et les stations et les établissements. Elle a vu des animaux. Le récit qu'elle donne des animaux est intéressant parce que ce n'est pas le récit d'une personne qui avait peur d'eux. Elle avait grandi près de cet écosystème. Elle connaissait la différence entre le caïman sur la berge qui l'observait et le caïman qui était une menace. Elle connaissait la différence entre la raie au fond du gué peu profond à travers lequel elle devait traîner les pieds plutôt que marcher pour l'éviter, et la raie qui faisait simplement partie du fond de la rivière. Elle donnait à ces animaux leur espace et ils lui donnaient le leur, et la négociation se passait sans incident parce qu'elle connaissait les termes de la négociation et se comportait en conséquence. Ce n'est pas du courage,
c'est de la connaissance. La distinction est importante parce qu'elle vous dit quelque chose sur le type de préparation qui est réellement utile pour un événement comme celui-ci, quel type de connaissance survit au choc de l'événement et reste opératif quand on en a besoin. Elle pensait à sa mère. Sa mère était dans l'avion. Sa mère n'était pas dans la même rangée de sièges. Sa mère n'avait pas atterri dans la boue avec une fracture de la clavicule et une blessure à la jambe et le son de la voix d'un père dans la tête. Sa mère était quelque part dans le champ de débris qu'elle avait laissé derrière le premier jour, et elle le savait, et elle le portait pendant qu'elle marchait, et elle n'a pas arrêté de marcher pour accommoder son poids, parce que s'arrêter n'était pas une option que la machine qu'elle était devenue pouvait sélectionner. C'est la chose sur le deuil in extremis que je trouve la plus difficile à écrire. La cruauté spécifique d'une situation qui ne permet pas au corps en deuil de s'arrêter et de faire son deuil. Elle avait 17 ans, et sa mère venait de mourir, et la jungle s'en moquait, et la direction en aval s'en moquait, et la blessure à la jambe infectée s'en moquait absolument. Et elle devait continuer à marcher quand même, non pas parce qu'elle était forte dans un sens conventionnel du terme, mais parce que l'alternative à marcher n'était pas le deuil, c'était la mort. Et la machine n'avait pas de protocole pour sélectionner la mort. Au 8e jour, la détérioration physique était significative. Elle avait vécu avec un minimum de calories pendant 1 semaine, dans un environnement qui exigeait une dépense calorique extraordinaire, simplement pour maintenir le mouvement. Elle avait été mouillée la plupart du temps. La blessure à sa jambe ne s'aggravait pas après le retrait des larves, mais elle ne guérissait pas non plus, l'environnement chaud et humide empêchant le séchage que la fermeture de la plaie exige. La fracture de la clavicule s'était installée dans une douleur constante qu'elle avait intégrée à sa ligne de base, de la façon dont le corps intègre la douleur chronique quand il n'a pas le choix, l'absorbant dans le bruit de fond du fonctionnement plutôt que de la garder au premier plan où elle interférerait avec l'action. Elle ne pensait plus clairement à ce stade. La privation calorique et le début de diverses carences se combinent pour produire des changements cognitifs qui sont documentés et mesurables, et elle les vivait. Elle décrit la pensée des jours ultérieurs comme plus lente et plus étroite, le champ des pensées disponibles réduit à l'immédiat et à l'essentiel, la direction en aval et la prochaine traversée, et l'état de la blessure, et si le fruit qu'elle avait trouvé était le genre qu'elle avait mangé auparavant, ou un genre différent. Les grandes pensées, les pensées sur le crash et les corps et sa mère, et ce qui s'était passé et ce qui allait se passer, avaient bougé vers une distance où elle pouvait voir leur forme, mais pas leurs détails, ce qui était peut-être la grâce cognitive qui gardait la machine opérationnelle. Le 10e jour, elle a trouvé un bateau. Il était tiré sur la berge de la rivière qu'elle suivait, un hors-bord en aluminium, le type d'embarcation fluviale fonctionnelle que les communautés et les camps de l'Amazonie péruvienne utilisent régulièrement. Cela signifiait des gens. Cela signifiait que les gens qui utilisaient le bateau étaient à une distance que le bateau pouvait parcourir et dont ils pouvaient revenir, ce qui signifiait qu'ils étaient à portée, ce qui signifiait qu'elle était à leur portée. Elle avait été à portée de gens pendant un certain temps avant de les atteindre. Comme il s'est avéré, la rivière qu'elle suivait passant près du camp de bûcherons dont c'était le bateau, et le camp lui-même à seulement 1 kilomètre de l'endroit où elle avait trouvé le bateau. Elle a trouvé le camp le 11e jour. Elle décrit la première vue de celui-ci comme quelque chose que son cerveau a d'abord traité incorrectement, de la façon dont le cerveau traite l'inattendu, en le faisant passer par les catégories disponibles et en rejetant celles qui ne conviennent pas avant d'arriver à la bonne. Elle a vu des structures et les structures ne s'enregistraient pas immédiatement comme des structures faites par l'homme, parce que les structures faites par l'homme n'étaient pas la catégorie dans laquelle son cerveau avait opéré pendant 11 jours. Et puis la catégorie est arrivée et le traitement a rattrapé, et elle a compris ce qu'elle regardait, et quelque chose dans la machine qu'elle était devenue a permis un type différent d'opération, pas la concentration opérationnelle étroite des 11 jours, mais quelque chose de plus large, quelque chose qui attendait de l'autre côté de la survie la permission d'exister. Les bûcherons l'ont trouvé en bordure de leur camp. Ils ont traité sa blessure.
ils l'ont nourri, ils ont contacté les autorités par les moyens à leur disposition, et les moyens étaient suffisants. Le sauvetage qui a suivi était le sauvetage d'une personne qui avait survécu à l'événement qui nécessitait le sauvetage, et qui avait maintenant simplement besoin d'être extraite de l'endroit où la survie avait eu lieu. Elle avait 17 ans. Elle n'a plus 17 ans. Elle est devenue biologiste. Elle est devenue quelqu'un qui étudie l'écosystème qui l'a tenue pendant 11 jours et qu'elle a traversé dans une courte robe avec une chaussure en suivant les conseils d'un père qui ne savait pas à ce moment-là qu'elle les utilisait. Elle a écrit sur son expérience, elle en a parlé, elle est devenue, de la façon dont les personnes qui survivent à des choses impossibles deviennent parfois, une sorte de preuve, un point de données dans l'argument permanent sur ce dont les êtres humains sont capables quand les conditions éliminent tout, sauf la décision de continuer. J'ai réfléchi à ce que je pourrais dire sur elle qui serait à la hauteur de ce qu'elle a fait, et je ne l'ai pas trouvé. Je ne suis pas sûr qu'il existe sous la forme de quelque chose qu'une personne peut dire. Ce que je peux dire, c'est ceci. 11 jours, 3000 mètres de chute libre, une jungle conçue pour consommer tout ce qui y entre, une blessure infectée gérée avec un morceau de bois et des mains nues, le deuil de la mort d'une mère porté au rythme de la marche à travers des gués et des eaux peu profondes à raies et des berges à caïmans. Et au bout de tout cela, un camp de bûcherons et un bateau, et des hommes qui l'ont regardée et ont su exactement qui elle était, parce que sa survie était déjà une histoire plus grande que la jungle qui avait essayé de la garder. C'est The Human Limit. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous pensez que vous auriez fait le 2e jour, ou le 4e jour, ou le 8e jour, ou dans l'un des moments entre le premier réveil dans la boue et la dernière vue du camp de bûcherons. Dites-moi où est votre limite. Dites-moi si vous pouvez la trouver. Parce qu'elle a cherché la sienne pendant 11 jours à travers la plus grande jungle de la Terre, et elle ne l'a pas trouvée. Et je pense que c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais eu le privilège de vous raconter. Je reviendrai avec une autre histoire depuis l'endroit où les êtres humains découvrent de quoi ils sont vraiment faits, quand la version confortable d'eux-mêmes a été emportée, et qu'il ne reste que la version essentielle. L'Amazonie est toujours là, elle est toujours là. Elle ne se souvient pas d'elle, et elle ne pleure pas les personnes qu'elle a gardées, et elle ne célèbre pas celles qu'elle n'a pas gardées. Elle continue simplement, comme elle a toujours continué, l'endroit le plus vivant à la surface de la planète, traitant ce qui y entre selon des règles qui précèdent les êtres humains, d'une éternité géologique. Elle y est entrée attachée à un siège d'avion et en est sortie 11 jours plus tard sur ses propres pieds. Et la jungle n'a rien enregistré de cela, et elle se souvient de tout, et la distance entre ces deux faits est là où l'histoire vit.